C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Quand les stars de la télé changent de crèmerie, on appelle ça le mercato. En ce moment, c'est au tour des politiques. Qui rejoint qui? C'est un peu comme au tiercé. Il est l'heure de miser sur le bon cheval. Les uns partent chez Éric Zemmour, laissant choir Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est Valérie Pécresse qui goûte à l'amer fruit des défections. Le très sérieux Éric Woerth, ancien ministre du Budget de Nicolas Sarkozy et président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, rejoint Emmanuel Macron en déclarant que la France a besoin d'un président expérimenté. Quant à Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux, traite de loser le directeur de campagne de la candidate Pécresse. Belle ambiance. Quant au président Macron, il endosse, lui, le costume du pompier volant à Moscou, Kiev et Berlin. Il reste au-dessus de la mêlée et du bruit médiatique, mais l'annonce de sa candidature ne saurait tarder. Mais pour l'instant, il est un peu occupé et ça l'arrange plutôt pas mal. On analysera les derniers sondages avec vous, Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP. Merci d'être là. Vous êtes auteur de La Fracture aux éditions Les Arènes. Et à vos côtés, comme chaque jeudi, bonsoir David Revaud-Dallon, rédacteur en chef politique au Journal du Dimanche. Et nous retrouverons Véronique Reissoult tout à l'heure à la fin de cette émission pour la chronique sur les réseaux. Il s'en va chez Macron et le fait savoir. Éric Woerth quitte le giron des Républicains pour la maison Macron. Voici ce qu'il déclare ce matin au journal Le Parisien. « Je n'adhère pas au discours de LR qui décrit une France qui n'est pas tout à fait la mienne, une France nostalgique, recroquevillée sur elle-même. J'ai trouvé que ma formation politique a dérivé. » Alors Jean-Marie, est-ce de l'opportunisme ? Parce que peut-être se faire une place au cas où, parce que c'est le mieux placé, Emmanuel Macron, ou c'est un désaccord dans le fond idéologique? On peut toujours, dans tous les mouvements politiques, on peut toujours les taxer d'opportunisme. Sur une échelle de 1 à 10, je ne sais pas où situer Éric Woerth. Ce que je note quand même, c'est la grande cohérence de son propos. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir cette cohérence, puisque au fond, il invoque des motifs qui étaient ceux de Valérie Pécresse et de Xavier Bertrand quand ils ont quitté les Républicains à cause de Laurent Wauquiez. Et là, ce qu'il observe, ce qu'il décrit, Éric Woerth, c'est une dérive ciotiste de Valérie Pécresse qui déporte évidemment très à droite, ou très au-delà de la droite, peut-être le parti Les Républicains. Et il ne se reconnaît pas dans cela. Il dit au fond l'obsession anti-musulman, l'obsession, c'est certainement une obligation dans le domaine de la sécurité, et ainsi de suite. Mais ça n'est pas une vision. Donc tout ramener à cela, et Valérie Pécresse risque d'être entraînée à cela, ça n'est pas... Voilà. Donc là, c'est la cohérence d'Éric Woerth. Il faut y ajouter une dimension de sérieux qui est le vrai apport d'Éric Woerth à Emmanuel Macron, puisque le mot d'ordre de Valérie Pécresse, qu'elle adore dire dans les meetings, c'est « il a cramé la caisse ». Oui. Ah oui, sauf qu'il a cramé la caisse, sauf que là rejoint Emmanuel Macron, le spécialiste de la caisse au parti, chez les Républicains, celui qui, au fond, par son statut, par sa carrière politique, incarne une forme de sérieux dans la gestion. Donc il contrebalance en quelque sorte. C'est en ça qu'il apporte quelque chose à Emmanuel Macron. Ouais. Et il ne retire rien, David, des critiques qu'il faisait à Emmanuel Macron. Oui, alors il ne retire rien, mais il explique quand même qu'on a le droit de changer dans l'interview et que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Ce qui est intéressant, effectivement, ça montre que c'est la preuve par l'exemple que toute une fraction de l'électorat LR, les électeurs de droite modérée, grosso modo, qu'on disait... tiraillés entre Macron et Pécresse le sont vraiment, et le problème est que ça accrédite finalement l'hypothèse, le scénario d'une fuite des cerveaux de ce côté-là du parti des Républicains vers la Macronie. C'est la première remarque. Et on sait que la difficulté de Valérie Pécresse, c'est de tenir les deux bouts de l'omelette, comme dirait l'autre, entre la ligne Ciotti et la ligne droite modérée, qui aurait pu être celle d'Éric Woerth, mais qui ne le sera pas, puisqu'il va aller faire du Woerth chez Macron. Deuxième point que je trouve très intéressant, et là on va demander son expertise à l'homme de l'art, qui est Frédéric Dabi, sur les mouvements d'opinion, mais en général, les ralliements ou trahison, on en a vu un certain nombre ces dernières semaines, du RN vers Zemmour, de LR vers Zemmour, aujourd'hui de LR vers Macron. On constate que personne ne va à LR d'ailleurs, c'est peut-être un mauvais signe pour Pécresse. Ces trahisons et ces mouvements se font finalement
grosso modo, alors que les cotes sont à peu près à l'étal, à peu près inamovibles depuis quelques semaines, ou avec 1 ou 2 petits points de rebond ou de dévissage. Mais grosso modo, il n'y a pas de mouvement significatif, je crois, Frédéric Dabi. Et donc, ces mouvements se font en attendant que le vent tourne. D'habitude, vous savez, les politiques, ils vont toujours là où les pousse le sens du vent dans une campagne électorale. On va toujours soutenir la victoire parce que seule la victoire est belle. Et là, ça vient un petit peu avant. Donc je trouve que c'est intéressant. Les gens font des calculs, des paris, des prises de risques, alors qu'il n'y a aucune certitude. Peut-être que Mme Pécresse, finalement, va remonter en dynamique très très fort et que Éric Woerth va s'en mordre dans les doigts. Va nous éclairer. C'est vrai, comme David Revaudalon l'a dit, il y a eu beaucoup de ralliements, beaucoup de mouvements dans cette... j'ose le dire, pré-campagne présidentielle, puisqu'avec le Covid, avec un président qui n'est pas encore candidat, on est sur une sorte de faux plat depuis maintenant quelques semaines. Et traditionnellement, on dit que les ralliements n'ont pas d'impact. La présidentielle, c'est pas une course au ralliement, au soutien, c'est la rencontre des candidats avec le pays et une bataille de crédibilité. Et Éric Woerth, ça serait peut-être une sorte d'exception. D'une part, je ne vais pas redire ce que Jean-Marie Colombani a très bien dit sur cette affaire de dette qui est un point faible potentiel du candidat Macron. Mais surtout, je trouve que Éric Woerth personnifie l'image réformatrice qui séduit fortement une partie des électeurs de droite. Dans notre dernier rolling, notre dernière enquête quotidienne d'hier, 25% des électeurs Fillon choisissaient Emmanuel Macron. Et puis dans des nombreuses enquêtes pour le journal du dimanche, je pense par exemple à celle sur le suivi de la réforme de la SNCF, on a vu pendant tout le quinquennat ce que j'appelais une sainte alliance entre des sympathisants LR et des sympathisants En Marche qui soutenaient réforme sur le droit du travail, réforme de la SNCF, voire réforme des retraites. Et c'est vrai que Éric Woerth personnifie cette réforme. Qui est M. Woerth? C'était celui qui a mené à bien une des dernières grandes réformes qui a été soutenue doucettement, mais par une petite majorité de Français, la réforme des retraites, Fillon-Sarko-Woerth de 2010. Donc de ce point de vue-là, c'est un ralliement qui va même au-delà du mouvement d'une personne qui s'était un petit peu avec retirée de la politique. Et puis le gage du sérieux, ce que disait Jean-Marie, le patron de la caisse. Tout à fait, qui n'était plus au cœur du système chez LR, mais le patron de la caisse et puis l'homme de la réforme. Et puis dernier point, un proche de Nicolas Sarkozy, qui l'a soutenu tout le temps, même quand il y a eu des soucis. Et vous croyez que les Français se souviennent que Woerth était... Je pense que vous avez tout à fait raison, Roselyne, tout le monde n'a pas ça en tête, mais ça raconte une petite musique, ça installe un récit. Catherine Vautrin, une élue locale à Reims, Éric Woerth, du côté gauche, on attend peut-être des ralliements de François Rebsamen. Ça accrédite l'idée que le positionnement central est archi-central d'Emmanuel Macron est une réalité s'agissant des ralliements et du plan politique. Ça veut dire que son fameux en même temps, c'est vraiment une concrétisation. Ça tient la route, après 5 ans de quinquennat. La poutre travaille encore à droite, comme disait Édouard Philippe. Et je pense que la recomposition n'est pas terminée, puisqu'après l'élection, si d'aventure LR n'était pas qualifiée au deuxième tour, eh bien là, la recomposition politique continuerait. Juste un mot sur Nicolas Sarkozy, très intéressant. Éric Woerth ne préfigure pas forcément ce que va faire ou dire Nicolas Sarkozy, mais il y a une vraie question. Pourquoi Nicolas Sarkozy ne sera-t-il pas au meeting de Valérie Pécresse dimanche, qui est le premier grand meeting de lancement de la campagne de la candidate LR? Qu'est-ce qu'il va dire dans les prochaines semaines? On a vu qu'il était quand même plutôt sympathique avec Emmanuel Macron depuis des mois et des mois. Ensemble, il y a un vrai, ils ont déjeuné ensemble récemment. Il y a un vrai enjeu sur le positionnement de Nicolas Sarkozy. Est-ce que l'ancien président va soutenir Valérie Pécresse, la candidate de son camp naturel, ou Emmanuel Macron, son successeur? En plus, il lui souffle des noms de Premier ministre à Macron, en l'occurrence Christine Lagarde, qui pourrait être Premier ministre. Donc c'est le message subliminal qui va être élu. Nicolas Sarkozy, je pense que ce sera in fine un ralliement tardif. D'entre deux tours. Tardif à Valérie Pécresse. D'abord, quand même, il y a un premier tour. Et ensuite, en effet, il espère pouvoir jouer. Il est aussi le conseiller. Ça veut dire qu'il ne croit pas. Il est comme le conseiller occulte, où il le fait savoir, d'Emmanuel Macron. Donc voilà, entre les deux, au second tour, à mon avis, il n'y aura pas de question, sauf si c'était un duel Macron-Pécresse. À ce moment-là, Nicolas Sarkozy serait bien embarrassé, bien sûr. Mais il a été quand même très agacé, pour ne pas dire plus. Vous connaissez le tempérament de Nicolas Sarkozy. De la mention du Karcher, en disant mais parler du Karcher aujourd'hui, ça n'a plus de sens, d'une part, et très agacé aussi de l'attitude de Valérie Pécresse vis-à-vis de Jean-Jacques Bourdin. Et donc il n'a pas compris que, désapprouvant Jean-Jacques Bourdin, comme il était normal, d'une certaine façon, dans les circonstances présentes,
d'y aller et puis de dénoncer le... Vous voyez, et donc là, il était furieux. Bref, en tout cas, il trouve assez peu de raisons d'appuyer Valérie Pécresse aujourd'hui dans ce qui sont les gestes quotidiens d'une campagne électorale. Éric Woerth disait il n'a rien de gauche, Emmanuel Macron, Frédéric. Mais est-ce qu'il va falloir qu'il donne des signaux à la gauche ou il n'a même pas besoin? Il a un soutien à gauche et la dernière enquête faite avec le journal du dimanche montre que ce soutien est fort. Nos enquêtes faites quotidiennes également. Il y a eu une sorte de mythe qui a été mis en avant il y a presque un an, en mars-avril dernier, quand un quotidien, Libération pour ne pas le citer, je l'ai cité, ça y est, a mis en une... Vous pouvez, une hypothèse qui pouvait se tenir, que la gauche était perdue pour Emmanuel Macron, que dans un second tour, comme s'il n'y avait pas avant un second tour, un premier tour à jouer, les électeurs de gauche soit n'iraient pas voter, voire certains feraient un vote, si je puis dire, révolutionnaire pour Marine Le Pen. Ça ne tient pas la route. Moi, je suis frappé de voir que ce soit les indicateurs de popularité, par exemple avec le journal du dimanche, que ce soit les intentions de vote, que ce soit quand on travaille sur les trajectoires électorales, il faut le dire, un électorat social-démocrate a basculé en 2017 chez Emmanuel Macron. Il prenait dans notre rolling 40 à 50% des électeurs Hollande 2012. 5 ans après, il en prend toujours autant et il asphyxie. Pourquoi des candidates comme Anne Hidalgo, Christiane Taubira ont des scores si faibles? Pourquoi Yannick Jadot n'arrive pas à retrouver son audience des élections européennes? Il y a tous les jours entre 15 et 20% de sympathisants de gauche qui choisissent Emmanuel Macron. Donc, donner des gages, oui, mais il ne doit pas le faire de manière ostensible, si je puis dire, parce que ce « en même temps » dont parlait David Revaud-Dallon, qui tient toujours la route, ce positionnement central, doit être, comme je dirais, poursuivi sans en faire des tonnes, si je puis dire. C'est quand même très surprenant, parce qu'au point de départ, l'électorat modéré de centre-gauche, dirons-nous, ou social-démocrate, considère Emmanuel Macron comme le successeur de François Hollande. Il y a une continuité et ils s'attendent à le voir conduire une politique modérée, de centre-gauche, modérée, etc. Ils ne s'attendent pas au virage à droite d'Emmanuel Macron, qui ensuite fait une politique, comme le dit très bien Éric Woerth, je ne vois pas en quoi il fait une politique de gauche, il fait une politique de droite. Donc la seule explication rationnelle, c'est le « quoi qu'il en coûte ». Parce que le quoi qu'il en coûte, en effet, c'est une distribution tous azimuts. C'est un sauvetage. Était soutenu quand même. Oui. Je parle de la réforme de la SNCF et la réforme de 2017. C'est la réforme des retraites qui a créé une fracture. Mais la réforme des retraites a quand même été, voilà. Et puis le quoi qu'il en coûte, quand même, c'est une gestion, alors pour le coup, parfaitement social-démocrate, de la crise. Alors on peut peut-être expliquer cela. Et puis il y a aussi la pauvreté quand même de l'offre à gauche aussi qui doit bien intervenir. Vous parliez de Jadot tout à l'heure, mais pourquoi Jadot est-il encalminé au moment où Emmanuel Macron relance le nucléaire? Est-ce qu'il n'est pas paralysé par le fait que les Verts ont pris position de façon très idéologique et très dogmatique contre le nucléaire, à un moment où l'opinion se rend compte de façon très pragmatique qu'on en a besoin. Et donc on a un Jadot qui est prisonnier de la personne qui l'a battu. Et donc, de Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau a été battue, mais néanmoins elle pèse sur le discours. C'est-à-dire que la radicalité dans un parti va peser sur le candidat. La radicalité fait c'est ce qui se passe à droite. Voilà. Et la modération, quand on la cherche, on la trouve évidemment à l'Élysée. Vous avez raison, Éric Ciotti est à Valérie Pécresse, toute proportion gardée. Ce que Sandrine Rousseau est à Yannick Jadot, c'est-à-dire un aiguillon sur sa droite, alors que Rousseau est sur sa gauche, un aiguillon radical et qui effectivement empêche de se recentrer et donc de mener une campagne de premier tour. Et ce qui est inédit quand même dans cette campagne, David, c'est quand même que on a le sentiment qu'elle se joue à droite. Est-ce que on peut dire que 75% des Français penche à droite, puisque le bloc de gauche est à 25%. Ça dépend. Après, Frédéric vous répondra, mais... Ça dépend où vous situez Emmanuel Macron. CF, point précédent. Emmanuel Macron, je pense qu'on peut, sans trop de risques, le classer au centre. Donc, si vous ajoutez les 35%, les 35% de l'extrême droite et les 15, 16, 17 de Pécresse selon les instituts, où vous avez effectivement une grande majorité qui est à droite.
un quart de l'électorat à gauche et un quart au centre, centre très central, dirons-nous. Donc, oui, plutôt droite, extrême droite, mais je pense que c'est plutôt dû à ces 25% de la gauche, à cette faiblesse historique. Je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire des campagnes présidentielles. Oui, c'est du jamais vu. Même en 2017, qui était un mauvais cru, les 4 candidats de gauche, si je compte Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, faisaient 27,5, 28. Là, ils sont, si je compte de nouveau Arthaud et Poutou, ils sont 6 à faire 26%. C'est jamais vu, alors que quand on demande aux Français, comme dans l'enquête pour le JDD, de se positionner sur un axe gauche-droite, on a 48% des Français, c'est 45% dans le baromètre IFOP Humanité, qui se positionnent très à gauche ou au centre-gauche. Le problème, c'est que le 48, le réceptacle électoral est tellement faible. Où sont les 20-25 points de décalage? Ils sont dans l'abstention. Il y a une surabstention de gauche. Quand on a des électeurs de gauche qui voient le 3e 21 avril arriver de manière quasiment inéluctable, on n'est pas sur la terrible surprise, le coup de tonnerre du 21 avril 2002. On n'est pas sur les interrogations de 2017. C'était un ministre de François Hollande, c'était Emmanuel Macron. Il est peut-être de gauche, il ne niait pas, il ne déniait pas la chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, l'électorat de gauche voit cette catastrophe arriver et dans ce cadre, beaucoup d'abstention et il y a ce vote légitimiste pour Emmanuel Macron. Alors on va voir le dernier du jour, hein, le rolling IFOP qui sort à 17h que vous nous avez donné. Mais on va écouter parce qu'on dit quand même la campagne de Valérie Pécresse ne prend pas. Déjà, elle avait subi les attaques de... Déjà, Rachida Dati, la semaine dernière dans le Figaro, qui disait qu'elle était trop techno. Et aujourd'hui, Rachida Dati, il va au Karcher, comme dirait l'autre, en critiquant, plus qu'en critiquant, en insultant. En assassinant, allez, on peut le dire. En étriant le directeur de campagne Stefanini, donc Patrick Stefanini. On écoute Rachida Dati ce matin qui avait mangé du lion visiblement sur France Info. Moi, j'ai pas de leçon à recevoir de M. Stefanini. Les losers, ça ne m'intéresse pas. Ah oui. Ça, c'est un loser. Il est directeur de campagne de Valérie Pécresse, là. Oui, d'accord. Enfin, moi, je lui ai d'ailleurs dit qu'il ne faudrait pas trop qu'elle le montre. Voilà, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. On connaît Rachida Dati, son tempérament, ses déclarations à l'emporte-pièce et voilà, et sa capacité à réagir. Mais elle dit campagne de loser quand même. Donc alors, les mots mais je crois que c'est lourd. Alors d'abord, elle considère que la campagne n'est pas très bonne, elle l'avait déjà dit, trop techno. Là, je crois qu'elle répond précisément à ce qu'avait dit Stefanini. Il y a eu un échange de piques avant que celui-ci rétropédale. Je crois qu'on est vraiment dans un échange très personnel, mais un règlement de compte très personnel qui n'intéresse pas forcément les électeurs, mais qui fait très mauvais genre parce qu'effectivement... Elle met le doigt sur une question que se posent actuellement tous les LR depuis une semaine ou deux, qui est quelle est la réelle dynamique qu'a enclenchée Valérie Pécresse. On parlait de Jadot tout à l'heure, il y a eu un petit scénario un peu similaire, c'est-à-dire qu'on a des candidats qui sortent assez proprement de la primaire, avec une dynamique, qui gagnent quelques points, et qui finalement stagnent plusieurs semaines avant de commencer à dévisser. C'est ce qui s'est passé avec Jadot et c'est ce qui risque d'arriver avec Madame Pécresse. On va regarder le rolling de 17h, donc tout frais sorti. Donc un Emmanuel Macron à 25,5, Le Pen 17,5, Pécresse 15, Zemmour 14,5, ça se resserre. Jean-Luc Mélenchon 10. Voilà, vous voyez les chiffres qui s'affichent. Frédéric, donc est-ce que on peut dire que Emmanuel Macron, il dévissait un peu, enfin, il était un peu en pente douce ces derniers temps. Est-ce que là, on peut dire qu'il stabilise sa position? Oui. Oui. J'ai d'autres questions après, mais c'est pas grave. On peut le dire, il a connu une légère érosion au moment des dysfonctionnements du protocole sanitaire scolaire. Au moment où on a beaucoup parlé du pouvoir d'achat, on en parle d'ailleurs toujours, mais ça ne structure pas la campagne de manière massive dans ce contexte Covid. Mais c'est vrai qu'il est maintenant à un niveau plutôt élevé. C'est le premier président depuis François Mitterrand en 88 qui a un score supérieur à son score électoral précédent. Jamais Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy n'avaient retrouvé. Et qui serait dû à quoi? À la crise, par exemple? Oui, il y a toute une série de choses. Il y a la stratégie, il y a l'idée qu'il est en distinction par rapport à ses prédécesseurs, l'idée qu'il a transformé le pays. Il y a bien sûr cette période du Covid qui l'aide. Il y a un effet drapeau. Et puis la dernière séquence, la séquence internationale,
le favorise. Dans les 2 dernières vagues de l'enquête quotidienne, on voit qu'il a progressé le plus fortement dans des segments souvent les plus intéressés par les questions internationales. Personnes âgées, cadres supérieurs, diplômés, électorat de droite. Je parlais des 25% de l'électorat Fillon qui choisit Emmanuel Macron. Il a 8 à 9 points d'avance sur ses poursuivants, qui sont dans un mouchoir de poche, dans une vraie incertitude. Bien sûr, dire qu'aujourd'hui, il a gagné l'élection serait une véritable ânerie, mais il est quand même en pole position, en position de force, avec une structure électorale extrêmement homogène. Et alors, il y a quand même le virus, je veux dire, la crise sanitaire, qui est quand même un élément clé à mon avis, parce que c'est ça qui quand même aussi regroupe autour de lui nécessairement. Et puis il y a aussi quelque chose qui me frappe, c'est que quel que soit le candidat, on est accablé par le mot d'ordre décliniste. Tout le monde a une description plus catastrophique bref, on est au 36e dessous, sauf Emmanuel Macron, qui est dit îlot, pas d'optimisme, enfin, ou de confiance, et ça, je pense, oui, et ça n'a pas de prix. Les jours heureux. Dans le paysage actuel, ça n'a pas de prix, et je ne sais pas quelle campagne il fera, mais je pense qu'il fera une campagne tournée vers l'optimisme, et ça, je pense que c'est une valeur beaucoup plus importante et intéressante que le contraire de Zemmour, le déclinisme, exactement, que le déclinisme ambiant. Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'en Macronie, on est en train de réfléchir à la façon de se projeter. Et évidemment, face à 2 candidats, Marine Le Pen et Éric Zemmour, surtout Éric Zemmour, qui est tourné vers le passé, Emmanuel Macron, il va très clairement jouer le parti de l'avenir. Et c'est ce qui va être mis en scène, évidemment. Mais même les LR, quand on écoute Christian Jacob, on est aussi accablé, je veux dire. Donc, et je pense que c'est une erreur de la part de LR d'être sur le même positionnement que Zemmour et Le Pen. On en revient au point précédent, qui est que Pécresse est tiraillée entre la ligne de l'optimisme et de l'avenir et la ligne du repli et du passé. On dit que c'est une guerre de l'extrême droite, mais entre Le Pen et Zemmour, il y a toujours Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui, dans le fond, différencie Zemmour de Marine Le Pen ? Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a 2 plaques tectoniques. Il y a une hésitation entre Zemmour et Le Pen, et une hésitation, une incertitude entre Zemmour et Valérie Pécresse. Et la force d'Éric Zemmour, c'est sa capacité à puiser à 2 sources électorales, la capacité à capter un électorat de droite traditionnel et la capacité à faire revenir à lui des électeurs le pénistes. C'était même monté à 35% dans les rollings d'hier et d'avant-hier. Là où il n'y a pas de volatilité, c'est sur Pécresse et Le Pen. Il n'y a pas, je dirais, de vase, il n'y a pas de vase communicant. Maintenant, Valérie Pécresse, ce qui est compliqué pour elle, c'est qu'elle a une structure électorale que j'appelle une structure Fillon vintage. C'est-à-dire qu'elle arrive à capter les segments traditionnels de droite, qui avaient été plutôt bien captés par... Ils ne vont pas chez Zemmour ou Le Pen, ceux-là ? Alors, ceux-là, non. L'électorat âgé, ils y vont, mais de manière plus marginale. C'est plutôt du côté de Macron-Pécresse qu'il y a une vraie bataille sur l'électorat âgé. Valérie Pécresse, elle est sur une guerre sur 2 fronts. C'est ça qui est compliqué, et elle doit choisir une stratégie ou la dépasser avec l'axe du changement, qui est souvent un axe changement gagnant pour une présidentielle, mais qui n'est pas facile à actionner en ce moment. Donc elle a un électorat de droite qui la suit, mais comme François Fillon en 2017 et comme Nicolas Sarkozy en 2012, elle a des scores faiblissimes chez les jeunes, dans les catégories populaires, et surtout dans la France du travail, dans l'électorat salarié. Quand Malraux parlait du gaullisme comme le métro aux heures de pointe, il n'y a pas d'électeurs de droite au métro aux heures de pointe. Il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est son vrai problème de rester pour l'instant, d'être encalminé dans cet électorat de droite classique qui, en plus, peut être tenté par votre Et Zemmour, qui vote pour lui ? Est-ce que vous avez son... Enfin, Éric Zemmour, il arrive... Parce qu'il y a beaucoup de jeunes avec lui. Oui, alors, justement, beaucoup de militants jeunes, mais il a 2 grands points faibles, Éric Zemmour. Le vote féminin et le vote jeune. Le vote féminin, d'ailleurs, Marine Le Pen a été hier quasiment première chez les femmes. Je pense que les effets... de son discours confession lors du meeting de Reims a eu peut-être de l'effet. En tout cas, le vote Zemmour, c'est un vote qui est relativement homogène et qui prend sur ces 2 sources un électorat lepéniste traditionnel, quelques ouvriers, des personnes peu diplômées, mais plus une structure de droite classique, mais radicalisée, et tourner sur la question du déclin et de la France qui tombe. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la configuration de 2017, François Fillon, si on met à part les affaires et Valérie Pécresse, sont dans une situation tout à fait différente.
François Fillon pouvait jouer la carte du coup de balai, de la fin du quinquennat Hollande, de la volonté de balayer, d'en finir avec les socialistes. Valérie Pécresse, c'est beaucoup plus compliqué parce que la personne avec qui elle entend en finir, finalement, est assez proche d'elle si on met à part la dérive et la course à l'échalote sécuritaire qui a occasionné la primaire, même si vous remarquez que Emmanuel Macron, lui aussi, avec notamment Gérald Darmanin, essayé, c'est lui aussi situé dans cette course à l'échalote, sans que les Français lui en savent gré, puisque toutes les études d'opinion montrent que la perception du bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron est assez mauvaise, pour ne pas dire catastrophique, et qu'évidemment, ses concurrents de droite et d'extrême droite tapent comme des sourds sur cet aspect de son bilan. Comment vous expliquez, quand on regarde votre sondage, Zemmour 4e, et j'ai envie de dire, il n'y a pas de quoi crier venez voir. Cependant, par rapport de là où il part, c'est-à-dire ex nihilo, c'est-à-dire il a créé son parti à partir de rien, il est parti de rien, peut-être pour pas arriver à pas grand-chose, comme dirait Pierre Dac, mais enfin ça on verra. Mais comment expliquer à la fois le succès médiatique du personnage, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se déplace, il y a des centaines de caméras, que quand il est dans une émission de télévision, il y a une audience qui est assez forte. Comment expliquer que tout de même il attire les foules, quoi? Il a le monopole de la radicalité là, en l'espèce. Et donc c'est vrai qu'il est aux extrêmes, même à l'extrême de l'extrême, et que les médias sont toujours intéressés par ce qui... mais les gens regardent, attendez. Après, il y a en effet des gens qui regardent, et même des gens qui entendent voter pour lui venant d'une droite plus classique. Moi, je n'ai pas d'explication à cela, parce que c'est vraiment un mystère de voir qu'une partie comme ça de la droite, alors que c'est quelqu'un qui... manifestement dans ses écrits a réhabilité le pétainisme, donc c'est quand même pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a des discours de guerre civile, puisqu'il expliquait récemment aux policiers: vous êtes dans une guerre de civilisation, sur notre territoire il y a 2 civilisations, il ne peut pas y avoir deux civilisations, elles doivent s'affronter, donc c'est un discours de guerre civile, ce ne sont pas des discours anodins, et malgré cela il y a ces gens qui peuvent être tentés au prétexte d'une sorte de vernis culturel, historique. Il parle de la France, il parle d'une France qui est une France qui a été condamnée déjà par l'histoire, donc est totalement tournée vers le passé pour le coup. Donc pour moi c'est en dehors du vent mauvais qui a soufflé un petit peu partout, à commencer par les États-Unis et qui souffle encore en partie aux États-Unis, qui est ce qu'on appelle le national-populisme, et que la France est touchée à son tour par ce courant-là. Mais avec un mode de scrutin comme différent. L'éventail pourtant de la représentation à droite, entre l'extrême droite Marine Le Pen, la droite classique, la droite sécuritaire pure et dure, etc., tout cet éventail-là était représenté. Alors pourquoi s'ajouter cet extrémisme-là? C'est quand même un sujet de moi, j'ai une hypothèse. Bien sûr, il y a la radicalité. Je pense qu'il y a un deuxième élément, et qui répond en partie à votre question, qui est bien sûr la nouveauté. Marine Le Pen, sur des positions équivalentes, à celles de Zemmour, quoique un peu moins radicales dans la forme. Les positions de Jean-Marie Le Pen se rapprochent peut-être de celles de Zemmour, mais pas de Marine Le Pen. Dernière version. Mais Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Emmanuel Macron, comme Valérie Pécresse, est dans le paysage depuis des années, pour ne pas dire des décennies. La seule véritable nouveauté, c'est Emmanuel Macron. Et on a vu qu'il y avait quand même... Éric Zemmour. Éric Zemmour. Voilà, lapsus révélateur. C'était la fois d'avant. Zemmour est finalement le Macron d'extrême droite de cette élection. Et vous savez que, on ne va pas refaire ici tout le film, mais le fait que la classe politique soit de moins en moins légitime aux yeux des Français, qu'il y a un problème de crédibilité, de distance, d'abstention. Voilà, on ne va pas refaire ici toute cette explication, mais évidemment, le caractère novateur du candidat et aussi de ses méthodes. Vous évoquiez, c'est vous qui évoquiez les audiences, les influences au meeting. C'est une offre politique qui est susceptible de séduire, et vous remarquerez que d'ailleurs, elle est dans votre rolling à 0,5 points. On est dans la marge d'erreur. Derrière, tout à fait. Et il n'est qu'à 3 points du second tour. Je retiens la radicalité, la nouveauté. Il y a aussi le fait qu'il matche quand même très fortement avec les constats que font les Français sur le déclin de la France, sur la perte d'influence et le déclin des grandes institutions, école, hôpital. Et puis, il y a eu une chose depuis quelques semaines, une mutation de sa radicalité. Ça a d'abord été une radicalité des mots, avec
des dérapages, Pétain, les époux Sandler. Oui, mais c'est à partir de là qu'il monte. Non, justement, il a même un peu baissé au moment où il a parlé du Bataclan. Et maintenant, oui, c'est vrai, mais avant, il en avait dit bien sûr. C'est la radicalité de l'offre électorale. Quand il parle d'un droit de tuer, si je puis dire, pour les policiers, quand dans le même temps, Marine Le Pen a beaucoup émolié ou réduit la radicalité du discours pour mettre en avant l'incarnation. Ce qu'elle est, jouer la proximité identificatoire et devenir, si je puis dire, rassurante dans le contexte où elle a redonné le mistigris ou le repoussoir de l'extrême droite à Éric Zemmour. Ouais. J'ai juste une dernière petite question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il y avait ce phénomène avant la dédiabolisation sur Le Pen où les gens n'osaient pas dire qu'ils voteraient pour le Front National. Est-ce qu'il y a ce même phénomène qui pourrait exister pour Zemmour? C'est-à-dire que les gens n'osent pas répondre à oui, je voterai pour Zemmour ou pas? Je ne le pense pas d'un point de vue méthodologique. C'est vrai qu'il y avait un vote Le Pen sous-déclaré. Je raconte souvent cette anecdote. Quelques jours après le 21 avril 2002, une enquête CSA dans laquelle je travaillais pose la question de qu'est-ce que les Français ont voté quelques jours avant au premier tour. Jean-Marie Le Pen sortait à 7%. Il avait fait presque 17%. Ouais. Là, les enquêtes depuis 10 ans, les enquêtes présidentielles, sont faites par Internet, en ligne. Et je pense qu'on va moins mentir à son smartphone, sa tablette ou son ordinateur que face à un enquêteur, une enquêtrice à qui on aura des difficultés à avouer, à reconnaître un vote Zemmour. Moi, je pense juste d'un mot. Pendant longtemps, le noyau dur, la motivation principale, le cœur business de l'extrême droite des Le Pen, père et fille, c'était l'immigration. Et je pense que le cœur business de Zemmour, c'est le refus, la haine, la peur de l'univers musulman, avec le grand remplacement, entre guillemets, qui a d'ailleurs conduit dans un débat Valérie Pécresse à dire voilà, elle ne voulait pas se distancier de cette formule. C'est dire si le mal est profond, et je pense que c'est ce ressort-là qui emporte tout le reste. On passe à la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Excusez-nous. Voilà, merci ma chère Véronique, comment allez-vous? Fort bien, fort bien. Alors, on va parler du convoi de la liberté, qui est on essaie que ce soit en France un copier-coller du convoi canadien avec les camionneurs, sauf que chez nous, il y a des routes qui sont moins grandes et des camions qui sont moins gros. Donc, ce sera des voitures. Et, il y a d'autres différences. C'est plus beau en Amérique du Nord. Mais c'est vrai que c'est plus grand, excusez-moi. C'est un plus vaste pays. Bon, bref, je me lance. Vous moquez de moi. Bon, c'est pas grave. Bon, allez-y, Véro. Non, je pense que, et en plus, du coup, vous pourrez commenter, parce que c'est un sujet d'actualité. Il y a quelques différences quand même. Voilà. Il ne va pas y avoir beaucoup de camions, vous verrez, en France, ne serait-ce parce qu'aux États-Unis et au Canada, il y a un syndicat important qui est derrière tout ça. Ce n'est pas le cas en France. La première des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce qu'on en parle beaucoup? Eh bien oui, on en parle beaucoup. 280 000 messages là sur les réseaux sociaux sur les derniers jours. C'est un volume conséquent. Le sujet est évidemment, c'est pour ça que je vous en parle là et qu'après je vous laisserai commenter, mais eh bien c'est un sujet qui est sur les réseaux sociaux, organisé sur ces fameux réseaux sociaux, des pages Facebook européennes, nationales, régionales, départementales. Là, je vous en ai mis une qui est parmi les plus importantes. Mais c'est un peu confus entre les officiels et les pas officiels. C'est un peu confus aussi dans les demandes, c'est assez varié. Vous avez certains veulent récupérer des libertés, d'autres veulent des référendums, d'autres veulent des accès aux soins et à l'éducation, d'autres sont là pour le prix de l'essence et des énergies. En gros, c'est un mix de pas mal de mécontentements. N'oublions pas les mécontents du pass et les mécontents évidemment. du pass, puisque de toute façon, il y a beaucoup d'anti-pass et d'anti-vax dans tout ça. Comme à une certaine époque, eh bien, rappelez-vous, il y avait des cartes qui étaient partagées pour s'organiser. On les retrouve, ces fameuses cartes. Alors, il y a une petite différence, c'est que ces cartes, elles vous donnent des petits points pour savoir où vous retrouvez, comment est-ce que vous pouvez vous restaurer, où est-ce que vous allez vous reposer. Donc, il y a un petit côté un peu convivial dans tout ça.
même s'il y a deux lignes très différentes, il y a la ligne de ceux qui sont des durs, qui veulent tout bloquer, et ceux qui disent, bon, on va ralentir, on va râler, mais on ne va pas tout bloquer. Mais il y a quelque chose de nouveau, de différent, et qui complexifie les choses. C'est que là, je vous ai montré Facebook, mais Facebook, ce n'est pas la réalité de là où ça se passe. En fait, c'est sur les messageries cryptées que ça se passe, comme ici sur Telegram. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des régulations aujourd'hui sur Facebook, et pour les contourner, ils ont appris, et pour les... ils ont appris à s'exprimer et à se partager des informations très variées. Donc vous voyez, là, j'en ai sélectionné un sur Telegram, qui sont des fils où les uns et les autres se donnent des plans, s'organisent, partagent des cartes, des commentaires, enfin voilà. Et on voit globalement que les uns et les autres sont plutôt dans une logique d'organisation des convois. Et la question que tout le monde se pose et à laquelle vous allez peut-être essayer de répondre, c'est est-ce que ça va prendre ? C'est assez difficile à dire parce qu'en règle générale, vous avez cette notion du slacktivisme, vous savez, où on va liker, partager, voilà. Quand on voit ce genre de photos, on se dit, ils sont en train de s'organiser. C'est possible, en plus, que la peur, qui était un des éléments qui avait un peu calmé les manifestations à la fin, soit moins forte par rapport aux voitures. On se dit que dans une voiture, on n'est plus protégé. Donc, c'est pas si simple de dire comment ça va se passer. Mais voilà. Alors, juste une question, est-ce que c'est la continuité assez rapidement des Gilets jaunes aussi, une partie, en tout cas, qui... Il y a des éléments de continuité réelle. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'à quelques semaines d'une élection présidentielle, où traditionnellement, il n'y a pas de grands mouvements sociaux avant une élection, parce que l'élection, c'est le réceptacle pour faire part de sa satisfaction, de son mécontentement, de son envie de sanctionner, tout se passe comme si le vote n'était plus le lieu des solutions, le lieu de l'expression du soutien et du mécontentement. C'est une véritable rupture par rapport au scrutin précédent. Qu'est-ce que ça va devenir ? Je n'en sais rien. Je sens quand même qu'en termes d'audience, ça reste relativement confidentiel, même si les Gilets jaunes ont commencé assez petits également. C'est très juste, et c'est un peu la réactivation des deux cauchemars finalement d'Emmanuel Macron dans ce quinquennat. Les Gilets jaunes, deux, les antivax, puisque les deux revendications principales, vous l'avez dit, sont le pouvoir d'achat et la question sanitaire. Alors il y en a qui sont aussi... anti-passe vaccinal, qui sont vaccinés. Ce qui est d'ailleurs hallucinant, c'est l'inattention aujourd'hui vis-à-vis du nombre de morts dans les hôpitaux. Il y a 300, 350 morts. Ça passe comme s'il ne se passait rien. Quotidien, bien sûr. Ça passe comme s'il ne se passait plus rien. L'épidémie est toujours là. Voilà, deuxième sujet, Véronique, c'est les détournements parfois assez drôles de la visite d'Emmanuel Macron chez Je savais qu'il vous fallait quand même un peu de montrez-nous la table. Alors la table, c'était quand même le best-seller dans les détournements. Alors c'était difficile de choisir. Alors là, vous ne le voyez pas, mais en fait, c'est la fameuse table, vous avez dû voir passer. Voilà, c'est une balançoire. Ça a été partagé, énormément partagé. Alors il y a eu plein de versions sur la table. Vous avez aussi la version jeu vidéo, qui est pas mal fonctionné aussi. Ça, c'est les gestes barrières qui sont respectés. Là, ils sont très respectés. Donc là, vous avez le jeu vidéo, les uns et les autres sont en train de faire des battles. Vous avez aussi la version un peu n'importe quoi, qui est la version suivante. Genre, en fait, c'est pas Poutine qui est au bout, ils l'ont remplacé par plein de choses. Donc là, c'est le petit bonhomme pour les dessins quand vous faites de l'art graphique. Voilà, donc ça, c'était le best-seller. J'ai sélectionné ces trois-là parce que c'était plus repris. Après, vous avez quand même eu une autre petite image qui a bien plu, c'est OSS 117. Ça, là, elle a bien fonctionné quand même. Et il faut dire qu'elle fonctionne bien, quoi. Je vous attendais OSS 117, on ne sait pas qui parle. On ne sait pas, mais il y avait quelque chose, voilà. Et enfin, globalement, on va dire que Emmanuel Macron, quand même si les uns et les autres ont beaucoup ri, il s'en tire plutôt bien, parce que finalement, ça finit par être le super-héros quand même. Dans les blagues, il reste un sauveur. Donc voilà, globalement, les internautes étaient d'accord pour dire qu'il fallait y aller. Et donc, ce qui était plutôt rayé, c'était la table et l'attitude de M. Poutine. Jean-Marie, un petit côté Bruce Willis, Emmanuel Macron, pour sauver le monde. Un des sujets pour les historiens, ce sera comment être passé à travers l'épreuve des Gilets jaunes, comment en être sorti, alors que sans les institutions de la Ve République, je pense que Emmanuel Macron aurait été balayé, comme d'autres avant lui, dans des épreuves de même nature peut-être, et comment 2 ans, 3 ans après, il se retrouve en position de favori sur une élection présidentielle. Ça, si ça va au bout, ce sera un vrai mystère à éclairer pour les historiens. Voilà. Merci à tous. Merci à Flore Simon d'avoir préparé cette émission. Et bien sûr à toute l'équipe technique et merci à vous tous. Merci.